Merci. Donc, nous allons commencer cette seconde plénière qui va parler des enfants privés de liberté dans le contexte des institutions. Ce sera modéré par professeur Jennifer Davidson, avec qui nous coopérons sur de nombreux sujets, mais notamment sur le sujet des objectifs de développement durable. Elle va présenter donc un sujet très important, celui des institutions, parce que en nombre, c'est le plus important, hein. Sur les 7 millions d'enfants privés de liberté, plus de 4 millions le sont dans des institutions, donc c'est un sujet particulièrement important. Jennifer, vous avez la parole pour présenter ce panel. Merci beaucoup Alex, bonjour, bon après-midi à toutes et tous à nouveau, ravi de vous voir tous et toutes ici. Nous allons voir quels sont les progrès réalisés depuis l'étude mondiale et ce que l'on peut apprendre pour accélérer les progrès réalisés dans la phase à venir, notamment en ce qui concerne les enfants placés en institution. Je m'appelle donc Jennifer Davidson, je suis professeur à l'université de Strathclyde et je préside le groupe de travail sur l'ODD 16, sur la justice pour les enfants. Nous sommes ravis de voir un petit peu des progrès accomplis au sujet d'un mouvement mondial pour une justice centrée sur les personnes, et les enfants font aussi partie de ce groupe Justice for All. Je vais vous présenter mon co-modérateur, qui est un défenseur des droits des femmes aux Pays-Bas, des droits des enfants, pardon, aux Pays-Bas. Il va nous parler du but de cette session un petit peu et va présenter le panel. On va présenter chaque membre de cette table avant qu'il ou elle s'exprime. Bonjour, merci professeur Davidson. Vous m'entendez bien? Oui. L'objectif donc de cette session, nous allons explorer l'élimination des institutions à travers deux approches. D'abord, comprendre les approches de transformation de système pour que les enfants restent autant que possible dans leur famille et dans leur communauté. Et deuxièmement, reconnaître les limites des services sociaux tels qu'ils sont présentés ou présents. Ces deux approches vont nous aider à mieux comprendre comment les enfants dans les institutions peuvent demander des comptes aux États et aux services publics. On va se centrer sur les expériences et les opinions des enfants qui ont une expérience de ce système de soins institutionnels pour essayer de trouver des exemples de bonnes pratiques de changement. Merci. Comme on l'a entendu ce matin, il existe de nombreux bons exemples pour renforcer les systèmes de protection sociale, de protection des enfants dans le cadre institutionnel, mais en même temps, dans de nombreux pays, les États placent ces enfants dans des institutions, soi-disant pour les protéger, pour des mesures de protection. Mais on sait que c'est dommageable et c'est une forme de structure, de violence structurelle. L'étude mondiale montre que les institutions sont définies par un certain nombre de caractéristiques. On le sait, mais c'est bien de se le rappeler. Donc les enfants, ils sont isolés du reste de la population, ils sont obligés à habiter, à vivre ensemble, ils n'ont pas assez de contrôle sur leur vie, sur leurs décisions, et les soins n'y sont pas individuels. Nous voulons éliminer toute forme de prise en charge, de soins qui répondent à ces caractéristiques. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les approches de transformation du système, mais aussi les mesures de redevabilité. Notre première intervenante est une étudiante de Leiden. Alors, la question que l'on a préparée à l'avance, Jane, vous avez vécu dans un système de prise en charge de remplacement aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit? Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui doit changer? Alors, d'abord, je veux que vous sachiez que
Ça fait un an que je suis sorti de l'institution, du système de famille d'accueil. Donc je suis encore en train de digérer beaucoup de traumatismes que j'ai pu vivre. Ça prend plus de temps pour moi de trouver mes mots de ce fait. Pour essayer de vous expliquer un petit peu, je vais vous parler de ma première rencontre avec le système de prise en charge des Pays-Bas. Et cela a commencé quand j'avais 7 ans. Ma mère était célibataire, elle avait 4 enfants, j'ai donc 3 frères et sœurs. Comme vous pouvez l'imaginer, quand on est pauvre, au niveau des vêtements, de l'alimentation, l'accès est difficile, on n'en a pas beaucoup. Donc c'était notre famille était là pour un week-end et puis on a entendu des coups à la porte. Et à ce moment-là, il y avait 7 policiers qui étaient sur notre palier, qui nous ont dit, avec aussi des travailleurs sociaux, qui nous ont dit, nous vous retirons les enfants. Ils ont dit cela à ma mère et vous devez partir de vous devez nous accompagner. Nous, on ne savait pas ce qui se passait. Ma mère pleurait et il lui disait, mais en fait, il minimisait les choses, hein. Je me souviens que ma sœur pleurait, on ne voulait pas partir. Et ces travailleurs sociaux nous ont placés, nous ont mis dans un véhicule et nous disaient on va faire un petit trajet. Et je continue à demander mais est-ce que je peux revenir avec ma mère? Mais il m'ignorait. On nous a conduits dans un lieu secret, on ne savait pas où c'était, ma mère non plus. Et mes frères et sœurs et moi sommes arrivés dans notre première famille d'accueil. Et pendant les 2 premières semaines, les parents de cette famille d'accueil avaient 2 autres enfants. Et au cours des 2 premières semaines, ils maltraitaient déjà leurs enfants, les enfants qu'ils avaient sous leur garde. Donc on a dû être placés dans une autre maison et les travailleurs sociaux qui nous accompagnaient ne nous croyaient pas. Ça a pris du temps, donc on soit placé dans une autre euh, maison. Puis donc dans une autre maison, je me souviens que mes frères et sœurs étaient séparés parce que les familles d'accueil disent moi je veux un garçon ou je veux une fille. Donc ma grande sœur et ma petite sœur ont été placées dans des institutions différentes. Donc moi, enfin voilà, on a été séparés. Par chance, bon, j'étais tout de même avec mon frère. On était placés donc dans cette famille d'accueil. C'était vraiment incroyable, hein, c'est fou. À partir du moment où je suis entré dans ce système institutionnel de famille d'accueil, j'ai perdu l'autonomie en tout ce qui concerne ma vie. Les services sociaux de protection de l'enfance décident pour vous et ce, pour tous les aspects de votre vie. Je pouvais voir ma famille une fois par mois. C'était normal. Et pour les autres enfants, c'était pareil dans ces familles d'accueil. C'était assez fou. Si on me demande ce qui est important, ben moi je dirais c'est important de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les institutions. Parce que dans mon pays, actuellement, il y a 40 000 enfants qui sont dans un système de famille d'accueil. Et en fait, être extrait comme ça de son foyer, de sa maison, c'est assez commun, c'est assez normal. Alors que c'est grandement traumatisant. Moi, dans ma famille d'accueil, j'ai connu des maltraitances, comme mon frère d'ailleurs. Mon frère était avec moi, mais ses parents de cette famille d'accueil étaient maltraitants. On n'avait aucune vie privée. Ils vérifiaient ma chambre. Il y avait des crises de colère. On me hurlait dessus. C'est fini. Ça finissait par devenir normal pour moi. Et il travaillait aussi dans un orphelinat. Et la maltraitance avait lieu aussi là-bas. Et c'est la première fois pour moi que j'ai pu voir qu'en fait c'était normal que les autres enfants avaient des expériences similaires telles que moi je l'avais vécu. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, c'est plutôt commun. Et 75% des enfants
et les adolescents dans le système de prise en charge des enfants aux Pays-Bas font l'objet de maltraitance. Et pourtant, les gens continuent à les placer dans ces institutions alors qu'on sait que ça se passe mal. Et donc, à l'orphelinat où j'ai été placé ensuite, c'était très difficile de survivre dans ces institutions. On vous dit d'abord que si vous en parlez de ce qui se passe pas, il y aura des conséquences. Vous serez puni, vous serez placé ailleurs, dans un lieu qui est pire. Ou alors il y aura encore d'autres conséquences. Donc personne n'ose s'exprimer. Il y a de l'intimidation. On n'ose pas dire ce qui va pas. Je me souviens que mon avocat disait, il se trompe de cible. Quand, quand j'étais dans ma famille d'accueil, j'essayais de m'affirmer parce que il est possible de demander une sorte de réparation, de compensation si vous faites l'objet de maltraitance en tant qu'enfant. Aux Pays-Bas, de nombreux enfants essayent de faire cette démarche, mais mes parents de cette famille d'accueil, parents adoptifs, disons, disaient non, vous n'êtes pas euh, éligible pour cela parce qu'il n'y a pas de maltraitance. Donc je devais donner des raisons, des motifs de maltraitance et il vérifiait, il disait non, non, ça c'est pas une bonne raison, c'est pas une bonne raison. Donc en fait, j'avais aucune marge de manœuvre, aucune liberté. Finalement, j'ai fait cette demande. Ils ont envoyé ensuite une lettre dans ma maison. La lettre disait que j'aurais droit à ces mesures compensatoires en raison des maltraitances. Mais les parents de cette famille d'accueil ont pris cette lettre et m'ont dit, tu vas t'asseoir, tu vas répondre à toutes mes questions, tu vas ouvrir cette enveloppe, tu vas la lire en face de nous et ensuite on va pouvoir discuter. Donc en fait, c'était une façon de m'humilier en direct, de me rabaisser. Et je ne voulais pas sentir cela de nouveau, donc j'ai dit, je me suis levé, j'ai réussi à m'affirmer en disant non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas l'ouvrir, c'est mon nom qui est sur cette enveloppe, là vous êtes en train de bafouer mon droit. Mais en fait, en tant qu'enfant, on est au plus bas échelon de ces institutions, on n'a aucune voix au chapitre. Quand j'ai dit non, ils m'ont dit, d'accord, tu vas voir ce qui va se passer, on va appeler les services de protection de l'enfance demain et tu seras placé dans un autre foyer, dans une autre maison. Et c'était pendant la semaine de mes examens, en fait. Mon frère est resté, moi j'ai été placé ailleurs, d'ailleurs finalement avec ma mère, ce qui était un peu incroyable parce que toute ma vie on m'avait dit, vous ne pourrez pas vivre avec votre mère parce qu'elle n'est pas en mesure de prendre soin de vous, de s'occuper de vous. Et tout à coup, je me retrouvais dans le même lieu que ma mère. Et donc c'était assez incroyable. Et j'ai du mal à trouver les mots de toutes ces maltraitances. Je m'en souviens bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible de faire entendre sa voix. C'est la même chose pour les enfants dans les orphelinats. Personne ne vous considère comme comme quelqu'un, vraiment comme un vrai, enfin, comme un enfant normal. Et lorsqu'un travailleur des services de l'enfance vient, ils ne vous voient pas vraiment. Ils prennent des notes, mais ils écoutent pas vraiment. Ils prennent des notes, mais si on parle de maltraitance, ils ne vous croient pas. Moi, ils ne m'ont pas cru. Et c'est de cette manière que les maltraitances à l'encontre des enfants se poursuivent, se poursuivent. C'est un cercle vicieux et ça se poursuit parce que lorsqu'un enfant s'exprime, ose élever la voix, eh bien, il est placé ailleurs. Et ces personnes qui maltraitent les enfants peuvent continuer. Ça a été le cas de ma petite sœur récemment. Elle est allée voir son tuteur à l'école. Elle a expliqué qu'elle faisait l'objet de maltraitance dans sa famille d'accueil. Et quand elle est rentrée, ils lui ont dit, allez, fais tes affaires, tu pars, tu vas être placé ailleurs. Ce qui était traumatisant pour elle également. En fait, on n'est même pas impliqué lorsqu'il y a un procès qui est en cours.
tout ce qui concerne des procédures judiciaires, vous n'êtes pas impliqué, alors que ça a trait à votre vie. Toutes les décisions faites au sujet de votre vie, vous ne pouvez pas vous-même en parler, ça se passe sans vous, en quelque sorte. Donc pour moi, ce qui est important, enfin, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut que les enfants soient entendus lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils affirment être l'objet de maltraitance, lorsqu'on les blesse, lorsque... Il faut que quelqu'un les croie, parce que actuellement personne les croit. Vous êtes vu comme moins important qu'un enfant normal, et comme je l'ai dit, c'est 75% d'enfants qui seraient l'objet de maltraitance. Et ça, c'est sur les institutions ouvertes. Dans les espaces fermés, c'est probablement encore pire. On a moins d'informations. Voilà un peu l'état de la situation. Et quand on me demande qu'est-ce que j'aimerais voir comme changement à devenir, bah, très honnêtement, moi je me suis dit, mais vraiment, c'est vous, les adultes, qui m'avez mis dans un système qui ne va pas bien. Vous m'avez bâillonné. Et maintenant, vous voulez que ce soit moi qui vous donne les solutions comme ça sur un plateau. Donc, c'est le monde à l'envers. En fait, non seulement personne ne nous écoute en tant qu'enfant, mais on est vu comme des objets. Et l'essence des droits des enfants, c'est qu'on est censé être des détenteurs de droits autonomes. Moi, j'aimerais proposer de nouvelles modalités juridiques et concrètement que les avocats qui puissent aider vraiment les enfants, des avocats qui seraient spécialisés dans le droit des enfants puissent pratiquer, que ce soit un dossier en faveur des responsables de prise en charge, parce que c'est le cas jusqu'ici, que l'intérêt supérieur de l'enfant et leurs droits soient prioritaires, qu'il y ait... enfin, moi, je veux bien faire l'objet de du premier procès, de la première affaire juridique, dans ce sens, qui suivent ces recommandations aux Pays-Bas. Merci. Jaden, thank you so much. Merci infiniment. Vous n'aviez pas besoin de venir comme cela nous parler, mais vous l'avez fait et c'est vraiment important que vous ayez pu le faire. Et ça nous rappelle les raisons pour lesquelles nous sommes ici et pourquoi un changement est nécessaire. Quand on a parlé hier, ce dont on parlait, c'est que, enfin, ce dont tu parlais, c'est le caractère urgent de tout cela. C'est pas, l'idée, c'est pas de dire, bon, comment on va avancer pour les 5 premières années. Non, c'est maintenant que les changements sont nécessaires. Je pense que votre expérience nous rappelle l'importance de ce que l'on fait et que ce changement doit advenir aujourd'hui. Donc à nouveau, en notre nom à toutes et tous, merci. Et il faut que vous vous sentiez notre égal dans ce panel. Si vous avez des commentaires par rapport à ce qui se dit, n'hésitez pas. Et merci encore pour votre participation, votre contribution. Maintenant, je vais me taire et donner la parole à Chiara. Merci, je vais inviter le docteur Najat Majid. Je vais la représenter. Elle est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les enfants et la présidente du groupe de travail des Nations Unies sur les enfants privés de liberté. Najat, première question. 15 ans après la création de votre mandat et 5 ans après l'étude mondiale de l'ONU, quels sont les défis qui restent et les progrès qui sont accomplis dans la prise en charge des enfants en institution? Mais après avoir entendu Jaden, je ne suis pas sûr qu'il faut se centrer sur les défis. Pour moi, ce qui est important, c'est, et dans le cadre de mon mandat, c'est que la prise en charge des enfants, le fait de mettre fin aux violences, c'est au cœur de notre combat. Je pense que ce n'est pas seulement une partie
ce combat. Mais d'abord, je voudrais réagir à son intervention. Ce que l'on observe, c'est que même dans les pays riches, parce que là, on parle d'un cas qui se passe aux Pays-Bas, ça devient un marché, pour le dire assez franchement. Moi, je suis surprise. Ces systèmes de protection de l'enfance, normalement, doivent protéger les enfants, par définition. Donc, le gros problème, c'est déjà la séparation d'une famille. Ça a été fait de manière incroyable avec la police, sans explication, sans écoute, plutôt que de se demander comment est-ce qu'on pourrait éviter la séparation familiale et fournir de l'aide, de l'accompagnement à ces enfants et à cette famille. Et c'est très souvent le cas dans de nombreux endroits. Les enfants sont placés en institution pour cause de pauvreté, de problèmes familiaux, sans parler de familles qui sont violentes. Ils sont mis en institution et on les oublie. Autre problème que j'observe, et on le voit aussi, enfin c'est aussi un défi, c'est le fait que les enfants ne sont pas vus comme des détenteurs de droits. Ils ne sont pas écoutés. Évidemment, il y a le gros problème de la maltraitance dans ces familles d'accueil, dans les institutions. Ils ne peuvent pas signaler ces cas. On le voit dans de nombreuses institutions à l'échelle du monde, c'est un gros problème. Comment les enfants peuvent signaler des problèmes, accéder à des mécanismes de recours ou de plainte qui tiennent compte de leurs caractéristiques d'enfant, qui soient sécurisantes? Ouais. L'autre point, c'est aussi que quand ils dénoncent, eh bien, ils passent à d'autres services, ils passent d'une famille d'accueil à l'autre et ça ne les aide pas du tout à construire des projets de vie. J'ai aussi entendu le problème lié au fait que parfois on a parlé d'orphelinat et en même temps vous avez une mère. Et donc là déjà il y a un problème. Je ne vois pas dans beaucoup de cas, ce qui est important, c'est de conserver la relation avec la famille. Ça, c'est important. Voir comment accompagner les enfants. Et je crois que corrigez-moi si je me trompe, vous devez voir votre mère une fois par mois. Et il y a aussi le problème de la fraternité. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est que c'est une solution facile pour les enfants qui ont des problèmes de les consigner là. Mais souvent, il y a aussi beaucoup d'enfants avec des handicaps qui sont placés dans ces institutions. Et il y a aussi des enfants des rues qui sont placés derrière ces murs. Et également dans les pays développés, ce qu'on appelle aussi les enfants avec des troubles de comportement, mais on ne comprend pas toujours de quoi ils retournent. Et je suis spécialiste sur la question, mais on ne comprend pas toujours de quoi on parle. On sait que les adolescents ont des comportements à risque, mais les écouter, les accompagner, tout cela n'est pas fait. Au-delà de ça, on les place, au lieu de cela, on les place dans des institutions. C'est tout ce problème de l'institutionnalisation. Et c'est pourquoi il est important, quels que soient les défis, de vraiment faire pression pour les alternatives à l'institutionnalisation. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire d'abord éviter les séparations familiales. C'est essentiel. Le soutien familial, basé sur la communauté, parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et encore un problème dont il a parlé, beaucoup d'enfants y restent même au-delà de 18 ans. Parfois, ils doivent quitter alors qu'ils n'ont pas forcément de projet de vie. Donc, on doit faire pression pour les alternatives à l'institutionnalisation, mais faire aussi bien attention à ne pas dissocier les soins et la protection des enfants. Et ce qui est vraiment crucial, c'est vraiment écouter les enfants et les considérer comme une partie de la solution. Les enfants qui n'ont pas été crus une fois, deux fois, trois fois ne vont jamais avoir confiance dans les institutions. C'est vraiment un traumatisme. Et quand on parle
de recours ou de médiation. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de soutien psychologique, de projet de vie, de construction de de ces relations. Il faut être très très attentif à ces enfants. Et pour moi, ça doit être vraiment le tout dernier recours à l'institutionnalisation. Ce qu'on voit de plus en plus, les soins alternatifs, etc. Il faut vraiment bien contrôler également ces phénomènes parce que c'est pas normal de laisser les décisions aux mains de ces personnes. Pour moi, ça devient presque un business, un négoce, et donc il faut bien être vigilant. Il y a d'autres défis qui se présentent. Dans des pays, il y a beaucoup d'orphelinats, beaucoup de volontaires, et il y a aussi beaucoup de traite. Et il y a des petits enfants qui sont en quelque sorte vendus illégalement. Donc pour moi, dans le cadre de mon mandat, je considère qu'il faut vraiment faire pression pour ces alternatives à l'institutionnalisation. Et en même temps, dans les pays d'Europe, actuellement, il y a un grand nombre d'enfants dans les institutions et il faut, je crois, l'éviter et aussi voir comment on accède à les réparations et comment les enfants qui ont été placés dans ces institutions pendant si longtemps reçoivent une attention et un soin. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Merci. Merci Najat. Il y a beaucoup à retenir de votre intervention et de ce que Dean a partagé aussi avec nous. Nous allons poursuivre avec ça à l'esprit. Nous avons entendu ce matin d'autres interventions qui ont montré aussi l'interconnexion entre comment on commence à s'assurer que les familles qui sont dans la pauvreté sont soutenues. Niata du Libéria nous a aussi rappelé les aspects de la discrimination liés à la pauvreté et à l'isolement. Et nous cherchons donc à faire appliquer les droits des enfants. Et pour cela, on doit prendre en compte l'intersectionnalité des enfants, des vies des enfants qui sont ici. Donc j'aimerais maintenant appeler Iris Amaldi de ATD Carmonde, qui va nous parler de ce problème de la pauvreté lié à ces questions. Bienvenue Iris. Ma question est la suivante. Pour éviter les séparations familiales, comme l'a évoqué. Oups, désolé, c'était pas la bonne question. Oups, heureusement que j'ai pas continué. Alors, donc ma question. Donc, vous travaillez pour ATD Carmonde et vous vous intéressez à cette recherche pour construire l'avenir de ces enfants. Donc, vous menez un travail d'enquête participative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci, je suis ravie d'être ici pour faire entendre les voix des enfants et des parents qui subissent la pauvreté et qui font l'expérience des déplacements et des prises en soins alternatives. Depuis plusieurs années, nous voyons des reculs dans les systèmes de protection des mineurs en Europe. Voilà les mots de Frédéric de Suisse. J'ai été placée en institution. Ma fille a été placée en institution. Ma petite fille a été placée en institution. Quand est-ce que cela va cesser? Quand cette répétition cessera? Nous sommes sans emploi, nous n'avons pas d'argent, et alors nous sommes directement jugés. Donc, nous travaillons avec Frédéric depuis de nombreuses années. Nous connaissons bien l'expérience de sa famille et de ces cycles, ces cercles vicieux. Et c'est de fait de cette frustration des parents qu'une équipe de
coordination internationale a été créée en 2019 et il y a eu une enquête participative qui a été lancée dans plusieurs pays, en France, Hollande, Pologne, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Alors la méthode, eh bien, nous avons mené des discussions entre des parents qui sont en situation de pauvreté et des universitaires. Et l'objectif était tout d'abord de permettre aux personnes dans la précarité d'exprimer la richesse des liens qui les unit à leurs enfants. C'est ce que tu disais. Et qu'est-ce qui affaiblit ces liens et qu'est-ce qui affaiblit les parents? Ensuite, identifier des points clés dans leur vie et les systèmes qui perpétuent la pauvreté et l'exclusion sociale. Et troisième point, développer des voies d'action et des propositions de changement qui sont urgents. Les participants ne parlaient pas la même langue lors de cette enquête, puisqu'ils habitent dans différents pays avec différentes législations, différentes institutions. Et dans les orphelinats, il y a peu de temps pour le militantisme. Il y a eu des entretiens avec les parents, ou dans d'autres groupes, il y a eu des universités populaires, et donc avec des discussions avec d'autres acteurs de la société. Et donc l'idée, c'était de découvrir un peu les dimensions cachées de la pauvreté. Et nous avons travaillé avec l'université d'Oxford. Chaque groupe a été mis en lien avec un autre groupe dans un autre pays. Il y a eu des réunions en ligne et en présentiel. Il y a eu des réunions avec des universitaires à des étapes régulières. Et au final, tous les groupes se sont rencontrés dans la banlieue parisienne en 2023, après 4 ans. Quels sont les résultats de cette étude? Le nombre d'institutions a diminué, mais ces institutions sont souvent remplacées par des placements dans des familles d'accueil ou des adoptions forcées, qui causent également beaucoup de dégâts chez les enfants et beaucoup de souffrance chez les familles. Le système semble incapable de faire la différence entre la mise à l'écart des enfants pour abus sexuels ou violences physiques qui ont lieu à tous les niveaux de la société et d'autre part les mesures de protection des parents qui font que les familles sont incapables de fournir les besoins couvrir les besoins de base de leur enfant. Le système ne semble pas non plus capable de prévenir les mesures de séparation préventive. Et après tout ce travail, nous avons posé des propositions de changement concrètes dans le domaine de la protection des enfants. J'en parlerai plus tard. Nous, allez-y, continuez. À mesure que l'étude a avancé, les participants ont identifié progressivement 2 domaines dans lesquels le changement est nécessaire. D'abord, l'invisibilité de la pauvreté. On ne voit pas la pauvreté. Elle est silencieuse. Donc pour les parents, le premier changement, c'est rendre visible la pauvreté en soulignant les conséquences de cette invisibilité. Par exemple, les mauvais traitements qui ne sont pas reconnus dans les institutions. Donc il y a eu des propositions. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, il y en a beaucoup. Mais parmi
les propositions, il y en a une qui est importante, je crois, qui est que les personnes qui vivent dans la précarité, euh, changer les noms des services de protection des mineurs à protection des familles, puisque la protection des enfants, dans l'esprit des gens, ça veut dire que les enfants doivent être protégés de leurs parents. Andrea de la Suisse nous a dit changer le nom renforcerait notre capacité d'action. Comme ça, nous sommes vus comme des égaux et ça nous donne du pouvoir. Une autre proposition, c'est réformer les formations pour les personnes qui travaillent avec les gens dans la précarité et dans la pauvreté extrême. Donc, c'est bien cela. Il faut travailler conjointement et les personnes dans la pauvreté doivent avoir une bonne connaissance des institutions et les politiques doivent être développées et les personnes concernées doivent participer à ces élaborations. Ça, c'est très important. Il faut cibler pas seulement les travailleurs sociaux, mais également les juges, les avocats, les médiateurs, les parents. Les parents doivent apprendre mutuellement les uns des autres. C'est pourquoi il y a des groupes de parents en Hollande. Et apprendre quel est l'état des droits pour pouvoir les défendre et aussi prendre confiance dans leurs capacités et leurs compétences. To add 3 proposals. J'aimerais maintenant ajouter des propositions qui sont ressorties de la consultation des personnes vivant dans la pauvreté menée par Olivier de Schutter, le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté, avec qui nous avons travaillé. La première proposition de ce rapport, c'est un soutien supplémentaire aux familles pendant la période critique de la petite enfance, à travers des congés maternité et des allocations familiales universelles. Deuxième, pour les enfants dans des environnements de pauvreté qu'ils ne soient plus discriminés et qu'on leur fournisse au contraire le soutien dont ils ont besoin pour réussir, et puisque l'éducation est considérée par les parents comme le point clé pour faire sortir les enfants de la pauvreté. Donc l'éducation, en tout cas l'État doit vraiment investir massivement dans ces deux piliers. Et troisième point qui est aussi important, la discrimination sur la base du statut économique doit être ajoutée aux autres formes de reconnaissance de la discrimination, que la discrimination du fait du statut économique, socio-économique ne doit pas être autorisée, la discrimination pour cause de pauvreté. C'est très important. Was now to come back to Revenir aux propositions de ce travail de recherche que nous avons mené, il y a un autre domaine à travailler dans la législation. Il faut donc des réformes, car si on ne change pas la loi, rien ne changera. Et nous devons donc donner des recommandations aux États pour qu'ils modifient la législation. Les parents dans la pauvreté ne peuvent pas exercer leurs droits fondamentaux et les législations actuelles tendent à réduire les liens entre les enfants et ses parents. Il faut un changement de mentalité avec des actions comme une révision des dossiers de protection des enfants, leur contenu
leur accessibilité pour qu'il y ait un historique de l'histoire familiale, parce que les enfants doivent comprendre ce qui s'est passé et il doit y avoir un partage de ces dossiers. Ensuite, des efforts pour garantir que les placements sont temporaires et que le but c'est de réunifier la famille. Ça doit être vraiment l'objectif. Troisième point, plus d'audience devant les juges et les enfants doivent pouvoir être entendus avant les audiences et pouvoir s'exprimer. Et enfin, le respect des enfants et des parents est clé. Quand il faut prendre une décision concernant un enfant, ses droits doivent être pris en compte, la protection de l'intérêt de l'enfant et le respect de la vie de famille. Merci beaucoup. Merci infiniment, Iris. C'est un cadrage très intéressant. Ça nous permet de comprendre des familles elles-mêmes ce dont elles ont besoin, notamment à travers un travail de sur plusieurs générations. Nous passons maintenant de la transformation du système aux questions de redevabilité. Chiara? The next speaker that I'm introducing. Je vais maintenant présenter le nouvel orateur qui va parler de ce qu'on peut apprendre de l'initiative européenne pour la justice. Merci de m'avoir invité. Merci à Iris pour ce travail remarquable. On a travaillé avec vous en Suisse et ATD Carmond fait un travail remarquable. Merci Najat Mejid. Et je veux en particulier remercier Jaden. J'étais très ému par votre témoignage, ému de voir votre courage, le courage que vous avez montré en vous exprimant. Merci encore une fois beaucoup pour ce témoignage. We, the Justice Initiative, we are. Justice Initiative, on plaide pour les droits des survivants aux maltraitances des enfants. Certains de ces enfants ont 16, 17, 18 ans, de ces jeunes, et ont pu connaître des maltraitances par le passé, et des personnes plus âgées parfois ne parlent pas de ces maltraitances pendant des décennies. Et 12 000 survivants de maltraitance suisses, grâce à notre travail, ont reçu des réparations, des compensations. À peu près 350 000 euros ont été dépensés en ce sens. Bien sûr, ça a l'air positif, mais en tant qu'avocat et citoyen suisse, je voudrais d'abord clarifier quelque chose. On a souvent l'image de la Suisse comme étant un pays qui protège très fortement les droits humains, alors que, enfin, et ce n'est pas d'ailleurs une coïncidence si nous nous réunissons ici à Genève, mais les droits des enfants sont aussi bafoués de manière flagrante en Suisse, et les voix de ces survivantes et survivants n'ont pas été écoutées ni entendues pendant des années. Et quelques chiffres, on parle de centaines de milliers d'enfants et de jeunes adultes en Suisse qui sont l'objet de maltraitance. Voilà les chiffres. Je vais vous donner quelques exemples. Les enfants placés, donc, ces enfants ont été forcés à travailler dans des exploitations agricoles comme une main-d'œuvre. C'est la réalité, hein. Même il y a 15 ans, ils devaient travailler dans des fermes, ces enfants, et des enfants qui venaient souvent de familles pauvres, hein, c'est le même problème. Donc que se passait-il dans ces fermes? Ils faisaient l'objet de maltraitance.
des abus physiques, psychologiques et très souvent de la maltraitance sexuelle, de nombreuses jeunes filles, bien sûr, mais des garçons aussi. Que se passait-il pour d'autres enfants qui étaient dans des maisons d'enfants, dans des familles d'accueil? Eh bien, pourquoi? Simplement parce qu'ils venaient de familles pauvres. Et une chose peut-être dont on n'a pas encore parlé, ce sont les mères qui n'étaient pas mariées, qui ont accouché d'un enfant, quand on leur a retiré cet enfant pour le placer dans un foyer. Des mères en Suisse ont été stérilisées de force pour cause de pauvreté. L'État suisse a considéré que c'était un fardeau pour l'État et qu'il allait les stériliser. En Suisse, hein, et sachez, parce que il y a de nombreuses firmes pharmaceutiques, hein, et en l'occurrence, que s'est-il passé pour des enfants qui étaient dans des institutions? Eh bien, certains de ces enfants faisaient l'objet d'expérimentations médicales. Et ça, c'est bien documenté. Je vous le dis je vous le dis en tant qu'avocat, en tant qu'ancien journaliste, et c'est bien documenté. Et ça, c'est réellement passé en Suisse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces cas de maltraitance sont devenus un tabou. Bien sûr, les institutions ne voulaient pas en parler. Et l'Église non plus, bien sûr, ne voulait pas en parler parce que de nombreuses institutions étaient administrées par l'Église. Et l'État ne voulait pas en parler parce qu'il craignait de devoir payer des indemnisations, des compensations. Bien sûr, les propriétaires de fermes, des exploitations agricoles ne voulaient pas en parler parce que, bien sûr, le fait d'employer ces enfants comme main-d'œuvre pas cher ou comme objet sexuel, évidemment, c'était inavouable, surtout avec l'image de la société suisse. Donc on a mis en place une initiative politique populaire, c'est possible en Suisse. On a dû collecter 100 000 signatures. Au départ, tout le monde nous a dit, vous n'arriverez pas à le faire, ce ne sera pas possible en Suisse, parce que vous aurez l'Église contre vous, vous aurez les partis conservateurs contre vous, mais cependant, on a essayé. Et c'était intéressant parce que de plus en plus de personnes, progressivement, ont compris qu'on devait se pencher sur ces crimes, sur ces délits, qu'au bout d'un moment, on a atteint ces 100 000 signatures et c'est vraiment devenu un mouvement qui est devenu si fort en tant que personne politique, personnalité politique ou en tant que politicien. On ne pouvait pas dire qu'il n'y avait rien, il fallait s'en occuper. Et donc, finalement, le Parlement a décidé que ces survivants, victimes de maltraitance, obtiendraient une indemnité, une compensation, 85 000 euros, mais surtout une lettre de l'État qui reconnaît que ces personnes ont fait l'objet de maltraitance, qu'elles sont des victimes telles que la loi le définit, survivants. Vous le savez, les garçons et les filles, par exemple, qui sont violés, souvent pensent que c'est de leur faute, se disent j'ai fait quelque chose de mal. Mais avec cette lettre officielle, eh bien, ces personnes comprennent qu'elles sont des survivantes. Et ça, c'est beaucoup plus important même que l'argent qui leur a été versé. Par ailleurs, ce qui a été très important, c'est que des enquêtes ont été menées. À peu près 20 millions d'euros ont été investis. Donc voilà, des recherches, des enquêtes pour savoir pourquoi ces crimes ont été commis. Pour qu'on puisse, ces délits, pour qu'on puisse apprendre pour l'avenir. On a pu entendre le témoignage qui vient d'être dit, et ça me rappelle les mêmes récits, Iris le sait aussi, on a entendu les mêmes histoires, et on entend toujours, par exemple, il y a 6 ans, dans les institutions, moi j'ai visité de nombreuses institutions en Europe, mais c'est un tabou, on ne s'intéresse pas au passé, alors comment construire l'avenir lorsqu'il n'y a pas d'enquête véritablement? Personnellement, je dirais que ce qui est le plus beau, peut-être dans cette évolution, de ce qui se passe en Suisse, moi, quand j'étais jeune homme, ça m'est arrivé en effet, quand j'étais jeune homme, j'ai passé donc mon baccalauréat, on ne savait pas du tout qu'il y avait de la maltraitance en institution. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, mes enfants l'apprennent à l'école. Oui,
mes enfants, enfin maintenant il y a des lieux, il y a des... Ça fait partie des manuels scolaires aujourd'hui. Donc les choses bougent, les choses changent. C'est ça qui est intéressant maintenant. Par exemple, nous avons fait une réunion avec 800 survivantes et survivants de maltraitance, avec notre ministre de la Justice. Et ces personnes peuvent dire maintenant, nous faisons partie de l'histoire de la Suisse. Je vais essayer d'être bref parce que je sais que le temps joue contre nous, mais ce qui est intéressant, c'est que le processus en Suisse a fait l'objet d'un intérêt marqué des pays voisins, différents groupes de victimes, des groupes de protection des enfants disaient que voilà, ils voulaient faire quelque chose de semblable en Europe, comme ce que nous on avait fait en Suisse. Donc on a dit qu'on allait les accompagner. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 centres un peu équivalents dans les pays européens. On fait aussi du plaidoyer au Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, donc il y a 46 pays, a voté en faveur du fait de s'occuper des cas passés de maltraitance tels que l'a fait la Suisse. Bon, maintenant il faut que les États mettent en œuvre cette résolution 2533. Il y a eu une grande conférence à Strasbourg récemment au Conseil de l'Europe. Et notre collègue ici a fait une déclaration en vidéo. 150 participants, des personnalités politiques du monde entier, des ministres, des ambassadeurs, ambassadrices, qui voulaient savoir comment pourraient-ils le faire dans leur pays en tant qu'État membre du Conseil de l'Europe, comment ils pourraient le faire conformément à ce qu'a pu faire la Suisse. C'est intéressant parce que maintenant on m'invite à aller en Bosnie ou dans d'autres pays des pays qui sont intéressés par ce type de démarche. Donc je suis extrêmement reconnaissant aux organisatrices et organisateurs de cette remarquable conférence ici. Alex et son équipe, merci infiniment pour ce que vous faites. Je crois que c'est de la plus haute importance. Et dernière chose, et j'en terminerai, Jaden, j'espère que vous m'avez entendu, je suis fier de vous, mais je veux aussi toujours parler de Adam qui demandait pourquoi est-ce qu'on n'entend pas, voilà, vous êtes ici, Adam, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les enfants pour qu'elles ne pourraient pas s'exprimer seules, sans parents, sans adultes? J'apprécie vraiment le fait de pouvoir vous écouter et pour que les choses changent. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Pascal, pour votre travail et pour votre contribution. Maintenant, nous allons entendre le professeur Karabo Oza du Centre pour le droit de l'enfant de l'Université de Pretoria, Afrique du Sud. Karabo, l'Afrique du Sud a réussi à réduire le nombre d'enfants dans les centres institutionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos résultats et de ce qu'on peut faire pour renforcer le mécanisme de redevabilité en ce qui concerne les enfants dans les institutions? Merci beaucoup. Merci. Je commencerai par vous dire peut-être que suite à l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté, on a réussi à obtenir des fonds pour l'Afrique du Sud, pour qu'il y ait des centres sécurisés d'institutions, grâce aussi à des fondations. On a réalisé une étude sur 2 ans pour visiter les institutions donc, dans lesquelles les enfants qui sont accusés de délits sont détenus ou lorsqu'ils attendent leur procès. Et nous avons donc visité les institutions en 2018. Il y avait 948 enfants qui se retrouvaient dans ces centres. En 2022, les chiffres ont augmenté plutôt que diminué. Ce qui est inquiétant avec ces chiffres, c'est que la plupart des enfants qui sont là-bas attendent leur procès. Ils n'ont même pas encore été jugés. Donc ça, c'est très préoccupant. 271 enfants avaient reçu leur jugement.
Et on a aussi observé un certain nombre de cas de déjudiciarisation avec des processus, par exemple, de formation professionnelle. Ce sont des chiffres, donc, encore une fois, très préoccupants parce qu'ils sont rapidement placés dans ces systèmes plutôt que de rester dans leur famille, plutôt que d'opter pour la déjudiciarisation. Donc, quand on a visité ces lieux en Afrique du Sud, parmi les principaux résultats qu'on a observés, au-delà des chiffres qui augmentent, c'est que les conditions de détention comportent de nombreux problèmes. Que se passe-t-il lorsque ces enfants sont dans ces infrastructures? Eh bien, pour commencer, les enfants sont mal nourris, mal habillés. Bon, finalement, parfois, on nous a dit que les enfants nous disaient qu'ils ont été habillés simplement parce qu'on allait leur rendre visite, sinon ils n'avaient pas vraiment d'habits. Il n'y a pas vraiment de programme de réhabilitation. On disait auparavant, il ne faut pas seulement dire que les conditions doivent s'améliorer, c'est que les enfants ne devraient pas être là. Mais les enfants sont là, le but de ces lieux, ça doit être de réhabiliter. Et ce qu'on a pu voir en Afrique du Sud, c'est qu'il n'y avait pas vraiment, voire pas du tout de mécanisme de réhabilitation. Il n'y a rien qui les aide à modifier un petit peu le cours de leur vie ou que les risques qu'ils soient replacés dans ces institutions soient les moins élevés possibles. Des comportements très inquiétants de la part des personnes qui s'occupent des enfants, d'ailleurs qui n'étaient pas souvent formés véritablement pour s'occuper de ces enfants, sans parler de leur comportement préoccupant. Les enfants ont pu aussi nous dire comment ils se sentaient dans ces lieux. Les enfants, lorsqu'ils se plaignent de leurs conditions, on dit qu'ils créent des problèmes. Et on leur dit, mais vous croyez que vous êtes particulier, que vous avez des droits particuliers? Donc, finalement, on ne tient pas compte du tout de leur sécurité, de leur dignité. Et je voulais aussi parler justement de la dignité. Ça reste un gros problème. Je vais vous parler un petit peu de nos projets en ce sens. Mais ce qu'on a pu trouver comme résultat, c'est qu'il y a très peu de recherches menées sur ces enfants, peu de mécanismes permettant à ces enfants de se plaindre ou sinon on vous dit mais pour qui vous vous prenez? C'est une approche vraiment centrée sur les punitions et très peu d'aspects de réhabilitation ou d'aide psychologique ou thérapeutique. On peut voir que les personnels de sécurité qui gèrent l'entrée, par exemple, dès le départ, ces personnes nous disent pourquoi vous voulez voir ces enfants, ces délinquants, fauteurs de troubles. Donc, on ne considère pas ces enfants comme des enfants finalement, et ces lieux fonctionnent vraiment comme des lieux dans lesquels les enfants n'obtiennent pas d'aide véritablement. On parle des enfants généralement, mais l'un des gros problèmes, et on en a parlé je crois, c'est le lien avec les femmes, les mères dans ces établissements. Ces établissements n'ont pas été créés en tenant compte des aspects de genre. Les filles sont en plus petit nombre dans ces lieux, mais sont celles qui sont le moins bien traitées. Ce n'est pas des lieux faits pour elles. Souvent, il y a 100 garçons pour 2 filles. Et donc, finalement, elles sont placées à l'écart, parce que faire sinon? On le voit aussi. Par exemple, les jeunes filles n'ont pas de serviettes hygiéniques. Et puis, si elles le demandent, on vous dit, mais vous n'êtes pas chez maman, là, pourquoi je vous fournirais cela? Enfin, c'est ce type de réalité qu'on a pu observer et que ces enfants vivent dans ces institutions. Je sais que c'est un tableau un peu sombre, hein, mais pour autant, c'est la réalité. Et on peut toutes et tous se mettre d'accord que il faut que l'on regarde la réalité en face, hein. Donc, étant donné tous ces défis, tous ces enjeux, je vous dirais aussi que l'objectif de notre étude, c'était de dire, voilà, on sait, OPCAT, hein, donc vous connaissez ce mécanisme, c'est le protocole se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels. Vous êtes obligé de faire un suivi de ces questions et il y a des mécanismes donc de prévention. Nous, ce qui nous inquiétait, c'est que
quand on a rendu visite à ces infrastructures. En fait, c'est vraiment, on coche des cases. Est-ce qu'ils mangent bien? Oui. Est-ce que l'alimentation est équilibrée? Euh, oui, non. Alors qu'on ne parle pas que les gens sont, on ne parle pas du fait que les enfants puissent être battus ou qu'il y a euh, des punitions par isolement, ce genre de choses. Donc, les outils existent, ou le l'OP4 ça existe, mais ça n'atteint pas, ça ne va pas jusqu'à atteindre les enfants vraiment. Et toutes ces approches ne sont pas centrées sur l'enfant ou basées sur les droits de l'enfant. Ces visites peuvent être faites avec un objectif différent ou avec une approche différente, dans des lieux qui, encore une fois, normalement doivent être utilisés en dernier recours. Donc, nous avons développé un cadre de suivi qui est consultable sur notre site et nous proposons une approche qui rappelle au gouvernement et aux responsables quels sont les objectifs de l'incarcération des enfants, et que ce ne sont pas des objectifs punitifs, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de récidive à l'âge adulte. On a aussi créé des principes, des directives. Le suivi par les personnes qui ne connaissent rien aux droits des enfants, par exemple, sont problématiques. Il y a une équipe spécialisée qui se rend dans ces institutions et il doit aussi y avoir des visages à ces personnes qui réalisent ce travail. Quel est le but? S'assurer qu'il y a un dialogue avec les différents acteurs et qu'il y a un espace bienveillant, sûr, pour faire émerger les problèmes. Comment garantir en effet que les voix soient entendues? Et donc c'est pour ça que c'est important de revenir et d'avoir des mécanismes par lesquels les personnes peuvent raconter ce qu'ils mettent en place pour améliorer la vie des enfants. Alors l'année passée, nous avons lancé un modèle, mais il n'y a pas eu beaucoup d'engagement pour l'instant. Nous l'avons partagé avec les différents départements du ministère et de l'État pour montrer qu'on commençait déjà à agir. Il y a eu quelques engagements avec des plans de mise en œuvre qui montraient comment ils souhaitaient répondre aux problèmes. Malheureusement, ça n'a pas lieu. Dans certains domaines, on va devoir peut-être même mener des actions en justice. Il y a des endroits où on a essayé d'entrer en dialogue malgré des mécanismes de prévention, les situations sont inquiétantes. Donc, ce modèle n'est pas forcément appliqué, donc c'est vraiment inquiétant. On s'assure également lorsque il y a des rapports qui sont fournis au Parlement, on essaie d'exposer ce qui est fait, quelles sont les obligations, et s'assurer qu'il y a des rapports alternatifs qui sont présentés en montrant les lacunes dans la protection des enfants. Et enfin, ce que nous observons aussi, c'est les domaines dans lesquels il faut mener des actions en justice pour améliorer la protection des enfants. Merci. Bravo, thank you so much. And especially if I can just... Merci beaucoup. Pour revenir au mécanisme que vous avez exposé, comment rendre ces institutions et gouvernements responsables, leur faire rendre des comptes dans leur prise en charge, et comment les plaintes peuvent être partagées de manière sûre par les enfants avec différentes étapes de suivi pour s'assurer de bien entendre leur voix.
Et on a entendu en effet que de la part de Dean et d'autres témoignages que c'est difficile en effet. Merci beaucoup. Et enfin, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Nigel Cantwell qui est fondateur de DEI et acteur principal des lignes directrices des Nations Unies pour la protection des remplacements des enfants et sur les droits à l'identité. Alors, les enfants sont souvent séparés de leurs parents. Et donc, ici, on va parler des droits à l'identité. I'm going to start. Merci beaucoup. Je vais commencer par présenter le droit à l'identité dans une perspective historique. C'est crucial si on veut envisager les droits de manière la plus complète possible, de bien comprendre d'où ces droits viennent, quelle était l'intention initiale de ces droits dans les textes. Ça va peut-être sembler très juridique après des témoignages très concrets, mais je crois que c'est la valeur ajoutée que je peux apporter à ce débat. Alors, l'article 7 parle du droit à l'identité qui était centré initialement sur le nom, la nationalité et l'enregistrement de la naissance, qui étaient considérés comme les éléments d'identité. Mais certains pays, notamment en Amérique latine, étaient préoccupés de cette mention de la famille dans cette commission sur les droits des enfants qui soit liée à l'identité. Et donc, ils ont proposé une référence à l'identité familiale. Mais si ça fonctionnait dans leur législation, ça ne fonctionnait pas dans d'autres pour lesquels l'identité familiale n'était pas reconnue. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place et qui a proposé les relations familiales comme une composante de l'identité complète d'un enfant. À l'étape de la discussion sur la signification de la relation familiale, et on a entendu ici les témoignages qui le montrent, on a réalisé l'importance de la notion de la relation familiale. Quelles que soient les sociétés et les manières, on voit l'importance pour le bien-être de l'enfant, des relations familiales, et donc l'importance de cet article 7 pour les enfants en général. Dans cet article, il y a aussi une référence au droit à savoir et à être pris en charge par ses parents, ou par un de ses parents, ce qui doit constituer la norme, et donc dénier ce droit à l'enfant doit être une exception. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel nous évoluons. Ou dans lequel le droit de l'enfant à l'identité et aux relations familiales est un argument mis en avant dans cette bataille pour la désinstitutionnalisation de la prise en charge. Voilà une partie de ma réponse sur le sujet. Je crois que ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années, nous avons commencé à réaliser précisément la signification, l'importance de cet argument
de l'identité comme pilier du plaidoyer pour la désinstitutionnalisation. Je sais que nous avons peu de temps, et d'ailleurs je perds un peu mon souffle, mais je vais vous donner 4 exemples montrant comment l'identité peut être détournée où les relations familiales peuvent être instrumentalisées par les systèmes de prise en charge. Les enfants peuvent être placés dans des institutions ou dans des familles d'accueil, des institutions d'accueil, loin de leur famille, ce qui rend les relations familiales impossibles. De plus, dans certains cas, les institutions dissuadent les contacts entre les enfants et leur famille. On a vu ici votre expérience. Vous avez parlé du fait que vous n'aviez le droit qu'à un contact par mois avec votre famille. C'est une dissuasion considérable vis-à-vis des relations familiales. Ensuite, c'est lié à ce que Najab évoquait avec la privatisation du système de prise en charge. Les parents sont persuadés ou manipulés pour envoyer leurs enfants dans des institutions parce qu'on leur fournirait une éducation, une meilleure vie, etc. Et souvent, ils perdent la trace de leurs enfants, qui peut se trouver d'ailleurs à des kilomètres à la capitale, à des kilomètres de leur foyer. Et donc ce système fait en sorte que l'enfant perd petit à petit contact avec sa famille. Et troisième point, les enfants peuvent être aussi présentés à l'adoption de manière illégale à travers ces institutions. Il y a des cas d'enfants qui ont été placés pour être adoptés à l'étranger une fois qu'ils ont été pris en charge par une institution, soi-disant avec le consentement, avec des gros guillemets, de la famille biologique. Et ensuite, et ce point est aussi lié, il y a la falsification ou la disparition, la perte de documents concernant les relations de cet enfant avec sa famille. Souvent, dans de nombreux cas, en tout cas, ces enfants sont enregistrés comme abandonnés par les institutions dans leur registre, alors qu'ils ont eu des familles avec lesquelles ils pourraient entretenir des liens, ils devraient entretenir des liens. Voilà un petit peu les exemples de situations pour lesquelles nous pourrions et nous devrions invoquer le droit de l'enfant à l'identité et notamment à la composante de relations familiales. Et je pense que, ce faisant, nous pourrions être beaucoup plus efficaces dans notre travail de désinstitutionnalisation de la prise en charge. Merci. Thank you so much, Nigel. Merci beaucoup, Nigel. Nous avons commencé 15 minutes en retard, donc nous allons poursuivre avec
quelques commentaires peut-être de la part du panel sur des éléments qui ont été évoqués ou si vous voulez souligner d'autres points. Pascal, te remercier parce que je sais que tu as un train à prendre. Et ensuite, on clôturera avec Jaden. Najat. Vraiment, très brièvement, concernant les alternatives à l'institutionnalisation, je crois que il y a beaucoup de compréhension de ce concept de désinstitutionnalisation. Il faut clarifier. Mais comme Nigel l'a souligné, beaucoup de pays font des efforts, il faut le reconnaître, pour développer les alternatives à l'institutionnalisation. Ce n'est pas facile, mais beaucoup de pays se lancent dans ces efforts. Il faut aussi bien rappeler le contexte. Il ne faut pas opposer les droits des enfants avec les droits des familles. C'est un peu ce qui est fait parfois. Il faut vraiment conserver ces relations familiales. L'autre problème souligné, c'est qu'on ne peut pas juste fermer les institutions. Il faut traiter les causes profondes. On a parlé de la pauvreté, le fait qu'il y a des enfants dans des centres correctionnels parce qu'ils sont turbulents, etc. Et on fait face aussi à des programmes de soutien familiaux de plus en plus importants. Et donc il faut s'assurer que tout cela, les politiques de soutien à la famille sont liées avec les politiques de protection des enfants. Et ce qui est important aussi, c'est l'implication des enfants dans la prise de décision, à toutes les étapes. Ensuite, le profil et la qualité de ces travailleurs sociaux qui travaillent à la protection des enfants. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Il y a des programmes d'alternatives qui doivent prendre en compte la voix des enfants et des survivants. C'est comme ça que l'on apprend. On a parlé aussi beaucoup de l'Église, mais en effet, oui, des voies de recours, mais si on veut un vrai apaisement, un vrai rétablissement des enfants, il faut s'assurer que les auteurs des abus soient aussi inquiétés, parce que sinon, ça ne va pas. Si les auteurs de ces abus ne sont pas poursuivis, il y a un problème. Merci. Thank you, Najat. So, Merci. Je suis ravie de voir qu'il y a des questions, mais vous allez devoir les garder pour la session en groupe, parce que nous devons finir à temps. Et je ne veux pas que Jaden et Kayla ne puissent pas commenter. Donc, j'aimerais que vous fassiez part de vos derniers commentaires sur cette session. So I've heard many different. J'ai entendu beaucoup d'éléments ici et ce qui m'a marqué, donc c'est l'aspect préventif et c'est aussi essayer d'améliorer le système. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que les enfants aient accès à la justice. Parce que pour l'heure, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, ça a été le plus important. Il n'y avait eu personne auprès de qui réclamer mes droits. Et le plus important, c'est aussi qu'on n'a aucune conscience de nos droits. Donc, je ne savais pas comment déposer une plainte. Et donc, pour un enfant, c'est quasi impossible d'avoir accès à la justice. Et donc, ma demande, et c'est très important, puisqu'il y a une convention sur les droits de l'enfant, ce
serait que toutes les politiques liées aux droits des enfants qui sont ignorées ou violées, il faudrait des réformes législatives qui forcent le système à être modifié pour accueillir la parole des enfants et leur permettre l'accès à la justice. Merci. Thank you, Jaden. Very. Merci beaucoup, Jaden. Chiara, quelques commentaires sur ce qui a été dit? Merci. Je voudrais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Jaden. Merci à nouveau d'avoir témoigné de ton histoire. On avait parlé aussi hier, quand on a su qu'on serait dans ce panel, et on voulait aussi parler des maltraitances non dites qui peuvent se faire dans des institutions dans lesquelles on ne s'y attend pas. Et ça peut se faire notamment dans les situations dans lesquelles les institutions sont responsables de prendre en charge l'enfant, mais ça c'est juste sur le papier. Et personne ne remet en question les intentions de ces institutions, et peu de personnes ont le pouvoir de questionner leurs agissements. Et c'est souvent difficile même pour les enfants de réaliser que ça a lieu, parce que c'est l'institution qui décide ce que doit se passer dans la vie de l'enfant, sans même que l'enfant en soit conscient. Et là, je veux parler notamment de procédures juridiques qui définissent la vie de l'enfant à court, moyen terme, long terme, et l'enfant n'a pas de prise là-dessus, avec des conséquences qui peuvent avoir des impacts sur leur bien-être physique, psychologique. Mais en réalité, il y a très peu d'options pour rechercher de l'aide. Et il faut qu'il y ait au moins la possibilité d'être entendu et cru par des adultes lorsque l'enfant a assez de courage pour s'exprimer, ce qui est bien sûr déjà très peu le cas, pour faire part de leurs préoccupations, pour déposer une plainte ou signaler. En général, c'est tout de suite neutralisé ce type d'initiative, de démarche. Notamment, on qualifie souvent les enfants qui osent parler de menteurs et de menteuses. Merci. Kira, thank you for. Merci beaucoup, Chiara, pour ces réflexions, et merci d'être une très bonne co-facilitatrice, co-modératrice de ce panel. Merci de nous avoir fait entendre vos voix. Merci de votre courage et merci pour l'honnêteté aussi exprimée. S'il vous plaît, de nouveau, un tour d'applaudissements pour ces deux orateurs, oratrices. Et vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre demain pendant la session petit groupe. On va parler de cela en détail davantage et on veut entendre toutes vos contributions. Merci encore une fois à tout le monde. So very quickly, because